Antoine traversa la cour en galopant, les sourcils hauts, les pupilles pleines de ravissement. Il manqua trébucher plusieurs fois. Les sabots étaient trop lourds pour ses mollets de crève-la-faim. Il s'empêtrait dans des foulées peu assurées. Silver attendait l'enfant qui lui offrait sa confiance et sa destinée. Sa conscience l'aiguillonnait. Il posait encore le pour et le contre, tenté de se raisonner. L'attitude de Madeleine n'était-elle pas trop précipitée? Il se noyait dans les complications et remettait en question ses décisions, en évaluant les inconvénients. Et pourtant, lui, Silver Bertrand, républicain sans tache, éleveur prospère, homme d'une droiture exemplaire, ne laisserait pas un malheureux au bord de la route. Il n'endormirait plus et ne lirait plus dans l'attitude de Madeleine que du dédain. Sa carapace se fissurait. Sa rusticité, son entêtement se délabraient. Un chenapan le mettait dans un tel état. « Mon pauvre Silver, tu vieillis mal, rouspétait-il. » Ses pognes tremblaient un peu. Un fils qui m'accompagnerait dans les champs et sur les sentiers, qui partagerait les moments de joie et de peine, à qui j'apprendrais à pister le lièvre, le chamois, à deviner le cri du chouca, le sifflement des partavelles. Il écouterait les lamentations des pierres qui éclatent sous la foudre. Un fils, après tout, pourquoi pas? Intelligent, malin. Il peut devenir un noble paysan ou un fieffé maquignon. L'avenir nous le dira. Silver, assis sur un banc contre la façade de l'écurie, sculptait avec son opinel une branche de noyer, parfaitement droite, dépourvue de nœuds. Les vaches et les brebis au pré, sous la garde des chiens, profitaient d'une herbe grasse. « Alors, bonhomme, as-tu fait de beaux rêves ?» Antoine soupira. Son expression répondait pour lui. « J'ai choisi ce bâton pour toi, » annonça fièrement le paysan. Un éleveur ne se déplace jamais sans cet instrument. C'est son troisième bras. À chaque alpage, tu graves une fleur, une figure ou ce qui te fait plaisir. Plus la canne est ciselée, plus le gardien est reconnu pour son boulot, et lors des foires aux bestiaux, on le respectera. Je percerai l'embout afin de passer un lacet de cuir que tu enfileras autour du poignet pour ne pas le perdre. Alors, on ira sur ces montagnes ? L'an prochain, fiston. Cet été, le troupeau se contentera des friches du Saut du Loup, et puis pour escalader la Bresse, le Ponchon ou le Pied-Gros, il te faut des cuisses comme des jambons et des mollets en forme de ventre de lapin. À ce moment-là, la grimpette sera possible. Tout là-haut ? S'ébahit Antoine. Sur les alpages, pas sur les crêtes. À quoi ça sert de gravir les sommets, puisqu'il faut toujours finir par redescendre ? Lorsque tu reviens, tu es aussi couillon qu'avant la montée. Ce ne sont que des jeux réservés aux estivants en mal d'aventure qui nous considèrent comme de petites gens. S'ils le pouvaient, ils nous mettraient dans une réserve avec les espèces à protéger. Ces prétentieux ont tout vu, tout fait. Ils savent tout et veulent imposer leur vision moderne de la société. Ils ne font pas la différence entre un bouc et une brebis, une grive et un rouge-queue. Nous n'avons pas envie que ces présomptueux encombrent nos campagnes. Moi, j'irai là-haut. Une sacrée tête dure. Antoine scrutait cette chaîne gigantesque dont les crêtes dorées, alors fins, paraissaient infranchissables. Le soleil y chauffait ses rayons. Les brisants se chevauchaient, tendaient leurs pointes vers les nuages. Ravins et précipices se confondaient. Une angoissante énergie se dégageait des blocs en équilibre et des falaises. Le mystère envahissait les contreforts aux formes rocambolesques. Des hordes de loups de la taille d'une mule, des sangliers aussi lourds que des taureaux, des ours gigantesques y régnaient et défendaient farouchement leur territoire. Malheur à celui qui tenterait l'aventure. Silver était tellement courageux que ces êtres fantastiques s'écartaient au passage de son troupeau. On grimpera sur ces cimes, s'extasia le garçonnet pris d'un immense tournis. Plus loin encore. Plus loin ? Silver désigna la naissance de la brume. Là-bas, quand la clarté mange l'Ubac.
L'inaccessible ne paraissait désormais qu'une histoire de temps. Vaincre les arêtes de yeux et de pins lui donnerait le statut de montagnard. Au fil des jours, dans le plus grand secret, Antoine se prépara à devenir un grand pâtre. Tous les matins, il comparait ses cuisses aux jambonneaux d'un porcelet suspendu à la poutre principale. Soupesait le ventre d'une lapine pour mesurer la rondeur de ses gambettes et de ses biceps. Parcourait à pas rapides les champs avec son bâton, se mêlait aux vaches et aux brebis, commandait les bastardounes, sifflait comme un vrai berger, imitait le cri strident de la corneille ou du geai. Antoine dévorait à pleines dents la vie à la ferme. Il se roulait dans le foin de la grange. Un vertige de tranquillité et d'engourdissement l'envahissait. Il saisissait les musiques des plateaux, les mélodies des promontoires pelés à la naissance des vents, le crissement de la girouette, les murmures des feuilles, les coassements des grenouilles annonçaient le crépuscule. Les beuglements qui résonnaient en pleine nuit prévenaient d'un prédateur s'approchant de l'étable. Silver se levait, et le fusil sous le bras tournait autour des bâtiments. Antoine sautait du lit au chant du coq, peu après le réveil du père Bertrand. Il se réglait sur les activités de l'éleveur et prouvait ainsi que l'on devait compter sur sa présence. Il avalait un copieux petit déjeuner et se lançait dans une exploration méthodique des lieux. Silver se réjouissait de l'attitude du novice. Antoine commençait par le grenier au long plateau, où séchaient pruneaux, tomates, fruits divers, continuait par la cave aux émanations salées de salpêtre. Il fouillait l'atelier, scrutait les séries d'outils suspendus au clou, la remise où se côtoyaient serpes, faux circulaires, bêches aux tranchants effilés, poursuivait par le hangar où reposaient tels des monstres aux griffes d'acier les herses et l'arère. L'après-midi, après une courte sieste imposée par Madeleine, il réitérait ses pérégrinations. Il traversait les carrés labourés, marchait sur les berges de l'Asse, construisait des barrages afin d'attraper des truites. Allongé sur des pierres plates, il jouait avec les neppes qui fendaient l'onde de leurs immenses pattes. L'univers secret de la vase, celui des fonds alluvionnaires aux nuances fondues d'émeraude, se livrait à son étude. Sur les sentes, il glanait les dernières mûres, chipait des pommes vertes qu'il croquait avidement. Il était captivé par l'agitation qui s'emparait de microcosmes. Toutes sortes d'insectes s'évadaient lentement vers des destinations improbables. Il observait l'impertinence des pies qui chassaient les merles nichant dans les bocteaux. La nature déclinait sa magie. Les journées s'écoulaient trop vite. L'aventurier établit une cachette bien à lui au fond de la grange. Par un dédale de bottes de foin et une échelle, il accéda à une soupente composée de rondins et de planches grossières. Sur un nid de paille, les mains derrière la nuque, il fixait l'envers des tuiles comme s'il transperçait le toit, suivait la course d'un grillon ou d'une araignée. Il saisissait que ce bonheur était à lui, pour lui, qu'il pouvait enfin se confier avec ses mots, ses expressions, ses sentiments, ses découvertes. Madeleine et Silver l'écoutaient. Des songes merveilleux l'emportaient dans un ventre moelleux. Il accédait à un univers enfantin. Il dressa avec une baguette des chauves-souris, endormies par la lumière du jour. Elles pendouillaient, la tête en bas, par grappes, et se balançaient au gré des courants d'air. Câliner ces bestioles aveugles, poilues, aux ailes fripées, ne leur impugnait pas. Il trouvait dans leur laideur une beauté particulière.